Que j'ai appelé quelqu'un. Voilà, très bien. Ok, merci Jean-Luc. Bienvenue, hein. Bonjour à tout le monde et je vous remercie en tout cas d'être présent pour ce troisième après-midi littéraire du Forum des journalistes africains. Donc, je suis très heureux également d'être là. Donc, nous recevons aujourd'hui une écrivaine qui nous vient du Niger, qui répond au nom de Madame Fatimata Amewarou. Alors, Madame, enfin, pour les écrivains, on ne mettra pas de Madame, on dira Fatimata Amewarou, qui a publié un texte assez intéressant qui a pour titre Mon père, ce tirailleur nigérien. Alors, c'est un livre qui est paru en 2019, hein, si je ne m'abuse, et qui est paru chez L'Harmattan. Alors, avant justement de donner la parole à notre écrivaine, j'aimerais juste situer un petit peu le contexte, mais bien avant ça, je demanderai aux différents participants de bien vouloir éteindre leur micro. Et après, évidemment, il y aura des séances de questions-réponses, hein. Donc, on donnera la parole juste après à notre président qui va situer un petit peu tout cela. Notre vice-président prendra ensuite la parole. Et puis après, Fatimata Amewarou va nous faire un déroulé de son roman, hein, de son livre, hein. C'est pas un roman, c'est un livre historique, hein, même si effectivement le côté histoire n'a pas voulu être trop mis en avant, mais je pense que c'est un livre historique, hein, qu'il faut accepter comme ça. Alors, donc, Mon père, ce tirailleur nigérien, est un récit, on va dire un récit de vie, parce qu'elle rend hommage à son père qui était tirailleur nigérien, très important à préciser. Je pense que l'auteur nous précisera pourquoi elle a beaucoup insisté sur le thème nigérien. Donc, à travers cela, alors, elle fait quelques focus, hein, sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Après, elle rend un hommage à son père, comment est-ce qu'il s'est battu, comment est-ce qu'il a combattu euh, en France contre l'Allemagne, comment est-ce qu'il s'est battu, comment est-ce qu'il a sacrifié sa vie dans cette guerre-là. Et elle rend hommage également à d'autres personnes. Elle met des noms, hein. Elle essaie de nommer un petit peu toutes les personnes qui ont contribué de façon courageuse, hein, à ces différentes guerres. Donc voilà, c'est un livre assez intéressant que j'ai pris plaisir à lire. Je l'ai lu même à deux reprises, hein. Je l'ai lu à deux reprises et bon, voilà, c'est un livre d'historique. Après, on aura l'occasion de poser toutes les questions à notre auteur et elle répondra. Mais avant cela, elle va nous expliquer un petit peu la construction de son discours, comment lui est venue l'idée de rendre cet hommage-là. Parce qu'effectivement, on a beaucoup entendu tirailleurs sénégalais pour généraliser. Et pour moi, c'est l'une des premières, en tout cas en termes de récit, à avoir identifié, à avoir singularisé, hein, singularisé un peu ces personnes-là, parce que je rappelle qu'il y a eu plusieurs combattants, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Maliens, mais on les a tous mis de façon inappropriée sous l'appellation tirailleurs sénégalais. Sauf que notre écrivaine a identifié un petit peu ça, elle a singularisé. Et ça, je trouve que la démarche est assez intéressante pour comprendre que l'Afrique reste l'Afrique, mais il y a des nationalités, des individualités qu'il faut aussi mettre en avant. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà, je laisse la parole à notre présidente qui va situer un petit peu le contexte de notre association. Jean-Louis, notre vice-président, prendra ensuite la parole. Et puis après, euh, Fatimata Amewarou, ensuite, prendra la parole. Merci. Le micro, présidente. Au micro. C'est bon? C'est parfait. Donc, je disais bonjour à tout le monde. Merci d'être à ce rendez-vous très important. Je vois que notre secrétaire général a situé le contexte brillamment. Donc, ça met l'eau à la bouche. Effectivement, Aminata Ouarou, Fatimata, pardon. Ouarou Amé est notre invitée, une invitée de marque, qui va nous dire sa part de vérité sur cette période, hein, euh, qu'on appelle abusivement euh, la période où les tirailleurs sénégalais seraient allés secourir la France, des tirailleurs dont on sait qu'ils n'étaient pas que sénégalais, comme vient de le rappeler brillamment Zachary. Je pense que Fatimata a voulu donner sa part de vérité, effectivement, selon ce qu'elle a appris, selon ce qu'elle sait. Elle a voulu partager dans ce livre son témoignage, rendre hommage à son père, mais à travers lui, à toutes ces personnes qui ont contribué à redresser la France de l'époque, qui était en difficulté face à ses agresseurs. Et même si elle a oublié aujourd'hui, nous, on s'en souvient très bien et on a envie de rappeler cette histoire, à rappeler les personnes, à les nommer, à leur donner des visages, à leur donner des noms, à leur donner des nationalités. Ils n'étaient pas tous sénégalais, c'est un fait. Et donc, on est très heureux
de vous accueillir tous et partager donc cet instant d'histoire, oui, malgré tout, littéraire, mais aussi d'histoire pour restituer un peu les choses selon euh, notre point de vue, on va dire ça comme ça, selon le point de vue des Africains que nous sommes, des intellectuels africains comme Aminata. Je voudrais profiter effectivement pour vous souhaiter à tous un très, très, très bon moment de partage, d'échange, que nous puissions nous réapproprier tout doucement notre histoire, que nous puissions tout doucement récupérer notre histoire et pas toujours se cantonner à ce qu'on nous raconte. Voilà. Donc, notre part de vérité, la part de vérité de Fatimata, c'est maintenant. Et merci à tous de votre attention. Alors, je rappelle rapidement que le Forum des journalistes africains, pour ceux qui ne le savent pas, fait la promotion de la renaissance africaine par l'éducation. Et l'éducation passe par la découverte de notre histoire, de notre culture, de notre façon de voir notre histoire, de notre interprétation de notre histoire, et pour construire les mentalités de demain, les mentalités d'Africains forts, parce qu'ils sauront d'où ils viennent, pour savoir où ils vont demain, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'avenir au reste du monde. Voilà, donc c'est une mission noble qu'est la sienne aujourd'hui, Fatimata, et le Forum des journalistes africains t'en remercie infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le débat est ouvert. Merci. Merci, Bien, Président. Jean-Louis, très rapidement. Et puis oui, après. à la suite de la présidente, je pense que la personne qu'on vient écouter aujourd'hui, c'est bien Madame Fatimata. On vient écouter son témoignage. Alors, la seule chose que je voulais juste ajouter, c'est que Madame Fatimata va partager un PowerPoint. Et puis, alors, juste Madame Fatimata, vous préciser que cette conférence est enregistrée et que pour une question de droit d'auteur et tout ça, alors si il arrivait que vous citiez certains auteurs et des choses comme ça, il serait bien donc de les préciser dans leur contexte, de citer les auteurs, de donner les références qu'il faut, juste parce que on va le publier sur notre page Facebook par la suite. Comme l'a dit la présidente, c'est justement dans le but de non seulement vous faire connaître, mais de vulgariser aussi cette histoire africaine qui nous est commune. Merci. Merci. Allez, vous avez la parole. Alors, votre micro, vous avez juste à l'activer. Alors, c'est le petit poinçon rouge. Vous avez juste à appuyer dessus et ça va activer. C'est ça. OK. C'est bon? C'est bon. Oui. Merci. Merci à vous tous et merci déjà à Cyril de m'avoir invité. Je ne connais pas le Forum des journalistes africains. Je suis très honoré de pouvoir m'exprimer au sujet de ce bouquin qui est paru en 2019 au moment du Covid. Donc, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion d'en parler. J'en ai fait en France, au Niger, mais pas assez pour qu'il soit, pour qu'il soit connu. Alors, je m'appelle Fatimata Meiwaru. Je suis auteur du livre Mon père, c'est tirailleur nigérien. Je suis en même temps présidente d'association de droits des femmes en France et au Niger et je suis la conceptrice de l'outil Arbre à Palabre, qui est un outil participatif que j'ai créé pour donner la parole surtout aux personnes qui n'ont pas l'habitude de l'apprendre. Alors, je voudrais commencer d'abord par vous parler de mon père et ma relation avec mon père et arriver à, à vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision
euh, d'écrire un livre sur lui. J'ai j'ai eu une relation très fusionnelle avec mon père. Il m'adorait, mais je l'adorais aussi. Mais de son vivant, je n'ai jamais eu l'occasion de lui montrer mes sentiments, mes ressentis, mais l'amour aussi que j'ai eu pour lui pendant longtemps. Et, euh, mon père était je suis ici d'une famille à majorité fille. Et mon père était fier, en tout cas parmi ses filles, de m'avoir eu. Parce que je lui avais pratiquement pas posé de problème. Pourtant, même si elle avait pris une deuxième femme pour avoir des garçons, j'avais une place privilégiée au fond de son cœur. Et quand il est décédé en 1996, euh, l'héritage que j'ai eu, c'était son livret et les courriers de réclamation auprès de la France, auprès du consulat, mais après auprès de la France. Euh, il réclamait sa pension. Et dans les courriers que j'ai reçus, et, euh, et, il y avait plusieurs réponses. Tantôt, on disait qu'ils n'étaient pas dans un régiment combattant. D'un autre côté, euh, on- il y avait en tout cas plusieurs réponses. On leur demandait des justificatifs aussi qu'ils pouvaient pas à l'époque donner. Ils les avaient pas. Et mon père était analphabète, donc il ne savait pas lire. Il ne sait même pas ce qu'on écrivait sur son livret. Et nous, on était aussi jeunes. Mais ce qu'on entendait, nous, c'était qu'il ne pouvait pas avoir cette retraite parce qu'il n'avait pas fait 15 ans. Or, ce que j'ai su par la suite, parce que j'ai mené des recherches dans les archives ici en France, mais au Niger aussi. Et c'est ce que je disais, je n'avais pas la prétention d'écrire un livre d'histoire. Mais quand on parle de la guerre, forcément, ça on rentre dans l'histoire, même si c'était pas le but. Et donc, mon père est né en 1922. Vers 1922, le Niger venait d'être soumis à la domination française. Le Niger était français. Il était né français. Et à l'âge de 18 ans, mon père a entendu, comme tous les autres tirailleurs, hein, a entendu l'appel du général de Gaulle. Mon père s'est engagé, était parti, c'était un engagé volontaire, bien que malgré l'opposition de sa mère. Et il s'est engagé. On le sait aussi que d'autres degrés ou de force, malgré l'opposition des familles et des proches, ils étaient incorporés de force. Ça, euh, on le savait. Ensuite, euh, de son lieu de recrutement et du village, il marchait à pied pour aller dans les centres de recrutement. Il n'y avait pas de moyen de transport. Et quelquefois, du village au lieu de recrutement, il y a un long trajet. Alors, quand ils ont été recrutés, ils sont passés le, par Bamako. De Bamako, on les a amenés à Dakar. De Dakar en Afrique du Nord. Et c'est de l'Afrique du Nord qu'ils ont pris des bateaux pour aller à Marseille. Et mon père a participé à, à la libération de Marseille et Toulon.
Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre d'une part pour rendre hommage à mon père, mais aussi rendre hommage à tous les tirailleurs d'Afrique noire, ballottés entre leur statut d'hommes ayant combattu la barbarie et le nazisme et la situation de précarité dans laquelle ils sont plongés aujourd'hui. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que je ne voudrais pas qu'on oublie leur sens de dévouement, leur engagement et leur courage, parce qu'ils étaient engagés dans une France, à côté d'une France qui était à l'époque humiliée, avec une population qui était stressée, angoissée et pillée. Une France et eux, à ce moment-là, ils étaient aux côtés des Français pour de redonner à la France son vrai visage. Alors, donc, pourquoi j'ai écrit ce livre aussi? Je voulais mettre en exergue les incohérences de la puissance coloniale, euh, la France, parce que ce qui est paradoxal avec l'histoire de mon père, c'est que mon père n'a pas été reconnu de son vivant comme un combattant. Et, euh, et de son vivant, il n'a pas eu donc droit à tous les honneurs liés à son statut de combattant et il n'avait pas eu sa retraite. Ce qui est contradictoire par rapport à la situation de mon père, c'est qu'il a eu la médaille commémorative avec la barrette Afrique du Nord et il a eu la médaille de la France libre. Or, cette médaille est une médaille de reconnaissance aux combattants qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la libération de la France. Et donc, voilà globalement pourquoi j'ai écrit ce livre. J'ai aussi parlé dans ce livre des conditions de la guerre. Ils étaient débarqués en France sans la plupart, c'était pour la première fois, mais aussi ils avaient aucune formation. Les formations ont été faites rapidement et complétées aussi par d'autres formations. Comme ils étaient analphabètes, on leur apprenait la langue française, la grammaire, et je sais que mon père a toujours gardé ce jargon militaire parce que lieutenant, il dit Yetina, adjudant, il dit adjudant. C'est vraiment, il avait gardé ce jargon-là et même nos mamans répétaient la même chose. J'entends ma mère, quand elle parle de mon père, elle disait que c'est un bon, un bon volontaire. C'est-à-dire, mon père était un bon volontaire. Ça veut dire que mon père leur racontait leur vie pendant la guerre. Sinon, comment elles pouvaient savoir qu'il était un bon volontaire? Alors, il souffrait aussi d'un climat abominable qu'il ne connaissait pas. L'hiver rude et il souffrait aussi de racisme, de discrimination. Et ensuite, il y avait aussi, en plus de cela, le choc culturel, parce qu'ils étaient dans un pays où tout était différent de ce qu'ils connaissaient, que ce soit la nourriture, que ce soit l'habillement, c'était pas... Ils souffraient de tout cela. Et en plus de cela,
ils avaient la nostalgie du pays parce qu'ils avaient laissé les femmes, ils avaient laissé les parents. Mon père était orphelin, il avait laissé sa mère et d'ailleurs sa mère se plaignait de n'avoir pas reçu de courrier, de n'avoir pas eu de ces nouvelles. Et mon père lui disait que ceci est lié euh, aux liaisons qui n'étaient pas bonnes et aussi quelquefois parce que les adresses étaient mal rédigées. Voilà, j'essaie de vous parler globalement parce que pourquoi aussi je reviens toujours, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est aussi pour revenir sur le générique de tirailleurs sénégalais qui ne tenaient pas compte des nationalités et des combattants. Ils étaient marocains, ils étaient tunisiens, ils étaient maliens, camerounais, congolais, mais ils étaient tous euh, tirailleurs sénégalais. Ils étaient sénégalais. Et moi, je voudrais redonner à mon père euh, cette dignité que la France a- leur a ôtée. Je voulais lui donner son identité nigérienne. Alors, le retour au pays. Le gros problème de retour au pays est lié au fait que le retour au pays est lié au fait que le gros problème, c'est de, le problème de la pension et des primes. Parce que ce qui était, ce qui était revenu, euh, déjà, ils n'avaient pas fini la guerre. On les a tous rapatriés à Dakar et il y a eu même des révoltes parce qu'il y en avait qui n'avaient pas leur prime. Et, euh, et parce qu'ils réclamaient leurs droits, à Tuareg, il y a eu, comment on appelle ça? Il y a eu des mutineries où ils ont tué 35, 35 tirailleurs. Et mon père trouvait ça inadmissible parce que ils se sont sentis un peu trahis parce qu'ils voulaient finir la guerre avec les Français. Mais ils étaient contraints de rentrer parce que la France voulait voir les jeunes Français euh, finir en beauté, euh, finir en beauté la guerre en 45. Et ils étaient rentrés en 1944 après avoir libéré Toulon et Marseille. Et mon père est rentré au Niger en 1946. Mais ce qui est à noter aussi, euh, il faut savoir euh, que mon père nous parlait de la camaraderie qui existait entre eux et les autres combattants français. Et ce qui est aussi à noter, c'est que les tirailleurs, les combattants français étaient les premiers à dénoncer les traitements inégalitaires par rapport à la retraite. Ils étaient les premiers à dénoncer en créant des associations aussi bien en France qu'au Niger et dans d'autres pays aussi. Et tout récemment, j'étais à la maison des combattants du Niger avec les problèmes actuels entre le Niger et la France. Ils ont plus de pension, alors qu'il y avait déjà d'autres problèmes. Le gros problème qu'ils avaient au moment où j'écrivais le livre, c'est qu'on leur avait expliqué qu'ils pouvaient prendre un forfait global.
Et il y avait une centaine de combattants qui pensaient que le forfait global était une grosse somme, sauf qu'ils ont reçu une modique somme. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de se débattre comme contre vent et marée pour pouvoir récupérer cette pension à laquelle, pour eux, ils avaient droit et qu'on leur a encore refusé. Globalement, voilà ce que je peux dire, mais j'attends vos questions. Ok, très bien. Merci, merci infiniment, Fatimata, pour ce bel exposé. Donc, je rappelle que la séance, c'est de 14h à 16h. Donc là, on a un petit peu plus de temps. On va pouvoir procéder à des séances de questions-réponses. Alors, moi, j'ai une première question à poser, hein, parce que j'ai parcouru un peu le livre et euh, de façon très personnelle, est-ce que vous avez mis en avant la fierté de votre père, hein, à appartenir un peu à la France, à combattre, hein, justement, à être dans ce régime de tiraillage nigérien? Vous avez beaucoup mis ça en avant. Et vous-même, en tant que fille, parce que je sais il vous appréciait énormément, vous étiez un petit peu sa fille adorée, hein. De façon personnelle, est-ce que ça vous rend fier que votre père ait appartenu à ce régiment, que votre père ait combattu? D'autant plus que vous mettez en avant le fait il n'ait pas eu de récompense, hein, il n'ait pas été récompensé à sa juste valeur vis-à-vis de son combat lors des guerres en France. Est-ce que ça vous rend fier tout de même, malgré tout ça, malgré ces déceptions qu'il a pu avoir de son vivant? Est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous êtes fier tout de même de son parcours, ou bien vous vous dites, bon, il aurait dû ne pas s'engager finalement, il a perdu son temps, enfin, qu'est-ce que vous pensez, vous, concrètement, de tout ça? Moi, je suis déjà fier, tout comme mon père. Euh, je suis fier de ce qu'a fait mon père, d'avoir servi la France et surtout d'avoir combattu le nazisme et la barbarie pour libérer la France de la tyrannie des nazis allemands. Donc, c'est une fierté. Mais mon père a aussi toujours été fier d'avoir rejoint les, les tirailleurs sénégalais aux côtés de la France. Et c'est mon père qui nous a transmis l'amour de la France. Mon père n'a jamais, malgré le fait qu'il n'a pas eu sa pension, il n'a jamais ni eu de haine ni de colère envers la France. Je, D'accord. Oui, je allez-y. suis vraiment euh, très fier d'avoir eu un père comme lui et de s'être engagé volontairement pour défendre la patrie. Et à l'époque, la patrie, c'était la France. Très bien, ok. Merci pour cette réponse. Donc, nous sommes à la séance des questions-réponses, hein, donc j'ai initié pour les personnes qui veulent évidemment voilà, poser des questions à notre écrivaine, sont les bienvenus, hein. Moi, j'ai une question. Oui, Bélo. Oui. Oui, je voulais savoir en fait, bon, pour la retraite, elle a dit que son père a réclamé une retraite. Est-ce qu'il était le seul à réclamer ou bien il y avait plusieurs personnes? Parce qu'on dit l'union fait la force. Parce que s'il a réclamé seul, ben, s'ils étaient plusieurs, je pense que euh, peut-être il l'aurait eu avant sa mort. Mais est-ce que peut-être il a fait ça tout seul ou comment ça s'est passé en fait? Alors, mon père était suivi par la maison des combattants. Moi, j'ai été voir le directeur général de la maison des combattants, Monsieur Diallo, qui m'a dit que la situation de mon père n'est pas un cas isolé. Donc, il a beaucoup de dossiers auxquels il n'a pas pu avoir gain de cause parce qu'il manquait des papiers. Et il a aussi plusieurs dossiers des veuves, des tirailleurs qui n'ont pas encore bénéficié et qui ne bénéficient jusqu'ici de la pension de réversion de leur mari. Donc, mon père n'était pas seul. Ils étaient accompagnés par une association, la maison des combattants du Niger. Il y a des agents
Et par rapport au cas de mon père, c'est que on leur avait dit qu'ils n'étaient pas dans un régiment combattant. Et quand j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire ne pas être un combattant à la maison des combattants, euh, les agents de la maison, ils m'ont dit, ça veut dire quand tu t'engages avant 1939 ou après 1939, ce n'est pas un combattant. Ça veut dire que mon père, comme il s'est engagé en 1940, il pouvait pas, il n'était pas dans les clous. Et moi, je trouve ça inadmissible. Et même mon père trouvait ça inadmissible parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont quand même participé à libérer Marseille et Toulon. Et par rapport à votre question, il n'était pas parti tout seul à la recherche de cette pension. C'est, c'est des dossiers groupés à la maison des combattants. Et Ah oui, pardon, excusez-moi. oui, J'ai une de, deuxième question, en fait. de toutes les façons, moi, j'ai rencontré un ami, son père était général français à l'époque. Il m'a dit de toutes les façons, Fatimata, tout a été fait pour qu'ils n'aient pas cette pension. Et à l'époque, après la guerre, la France, il faut le dire, avait de gros problèmes, avait des problèmes aussi financiers, il faut le dire. Et, euh, et aussi, ce qu'il faut noter par rapport à ces questions de pension, c'est que dans le cas de mon père, il y a eu des erreurs dans l'orthographe de son nom. Il s'appelle Amey, alors que dans beaucoup de courriers et même dans son livret, quelque part, c'est écrit Ama, A-M-A, Kame, K-A-M-E, ou Am, A-M-E. Selon là où on se situe, ce n'est pas la même personne. Donc, il ne pouvait pas avoir cette retraite-là. Et on avait aussi compris, d'une part, qu'à l'époque, les, euh, euh, que la France appliquait des décisions politiques. OK, j'ai une deuxième question. En fait, je ne sais pas pourquoi on dit les tirailleurs sénégalais alors que tous les pays africains ont participé. Moi, je me pose la question toujours pourquoi. Pour moi, dans ma tête, que les Sénégalais. Alors, pourquoi sénégalais? Parce que le Sénégal, à l'époque, avait un aéroport et c'était de là-bas qu'on prenait les tirailleurs pour les amener ou en France directement ou bien passer par l'Afrique du Nord, en Algérie plus particulièrement, pour aller combattre. C'est pour ça qu'on les appelait Sénégalais. Et comme pour moi, comme ils étaient de nationalité africaine, pourquoi ne pas les appeler tout simplement tirailleurs africains au lieu de Sénégalais? Parce que le fait de les appeler des Sénégalais a porté préjudice à beaucoup de tirailleurs parce que je sais qu'il y en a qui ont voulu faire la politique au Niger et on les a dit qu'ils étaient sénégalais, qu'ils ne pouvaient pas faire la politique. Donc, il y a eu vraiment des répercussions sur la vie des, des enfants des combattants. Merci beaucoup. Merci, Merci. Bello. Et effectivement, dans le prolongement même de la question de Bello, c'est dans votre livre, alors il y a une phrase qui a attiré mon attention, c'est vous dédiez le livre évidemment à votre père et vous dites euh, je vous, euh, je vous redonne votre dignité en vous appelant tirailleur nigérien. Voilà, la question de la dignité m'interpelle ici. Euh, Pourquoi la dignité? Vous pensez qu'il n'avait pas de dignité, le fait qu'il soit, bon, après, même si je comprends la question, le fait qu'il soit maladroitement appelé tirailleur sénégalais. Il n'avait pas de dignité malgré tout. Alors, quand on vous ôte votre identité, on vous, on vous, quand on vous enlève votre identité, on vous enlève tout. C'est pour ça que je parle de la question de la dignité. Non. On vous enlève votre identité. Vous n'êtes plus qui vous étiez quand vous vous êtes engagé.
Vous êtes quelqu'un d'autre qu'on ne connaît même pas. On ne les connaît même pas. Ils étaient sénégalais tous. On leur a ôté leur dignité. Ouais. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec ça, hein. D'accord, effectivement, parce que la question de l'identité est importante. Et puis, bon, oui. Oui, le respect de la nationalité des personnes au moins. Alors, nous poursuivons s'il y a d'autres questions. Alors, oui, je crois que Jean-Louis a la parole, hein. Oui, merci. Alors, je remercie Madame Fatimata pour ce bref aperçu de son livre. Je dis bref parce que bon, ça durait à peine 30 minutes. Mais alors, ma question est celle-ci. De ce que vous dites, votre père n'a pas bénéficié de pension de retraite et que des informations que vous avez eues d'autres personnes disaient que euh, tout était fait par la France pour ne pas que ces combattants-là, ces ex-volontaires engagés, puissent recevoir une pension alimentaire une fois retraités ou bien une fois revenus de la guerre. En gros, de ce que je comprends, c'est que ces personnes-là engagées volontaires qui étaient parties pour la guerre, si ces personnes-là mouraient au combat, bon, c'était mort et puis c'était fini. Donc, on n'a pas prévu que ces personnes-là reviennent vivantes euh, pour qu'après on puisse parler de pension ou de je sais pas quoi. Bref. Alors, l'autre information que j'ai, c'est que certains Sénégalais, cette fois-ci, tirailleurs aussi, après moult manifestations, ont quand même eu droit à la pension alimentaire. Ou, pardon, pension alimentaire, non, à la pension de retraite. Ont quand même eu droit à la pension de retraite et puis ont pu quand même être reconnus. Parfois, ces personnes-là étaient invitées en France pendant les 14 juillet euh, pour fêter l'indépendance française et tout ça. Alors, les tirailleurs venus du Niger, dont font partie votre père, alors eux, non seulement n'ont pas eu la pension alimentaire, mais n'ont même pas, au-delà des médailles qu'ils ont reçues, n'ont rien eu d'autre de la France. Non, ils ont rien eu, à part la médaille avec la barrette Afrique du Nord. Mais il faut le dire aussi, c'est que tout ce qui était passé, la plupart qui étaient passés par l'Afrique du Nord n'étaient pas reconnus. Et alors, pendant que votre père était vivant jusqu'à sa mort, je pense qu'il a mené des actions pour être reconnu ou pour au moins pouvoir bénéficier d'une retraite, d'une pension de retraite. Après sa mort jusqu'à aujourd'hui, donc, malgré toutes les démarches que vous avez faites, je suppose, il n'y a toujours rien, c'est ça? Bon, nous, quand il était décédé, moi, quand j'ai eu les dossiers, j'ai appelé ici parce qu'il y avait un numéro. C'était ma soeur qui s'occupait du dossier. Et la dame que j'ai eue m'a dit, est-ce que ce monsieur est mort ou vivant? Moi, je lui ai dit qu'il est mort. Et elle a dit, si il est mort, on ne peut rien faire pour vous. Alors, c'est ce que je dis déjà dans mes interventions, c'est que moi, je n'ai pas écrit ce livre pour qu'on ait quelque chose. Je voudrais vraiment montrer, lui rendre déjà hommage et lui rendre justice en honorant sa mémoire. Eh, je comprends cela, mais madame, honorer sa mémoire à travers un livre, oui, mais lui rendre justice vis-à-vis de quoi? C'est-à-dire que la France qu'il a utilisée et dont il est allé combattre, euh, ne lui a pas donné ce qui lui revenait comme vétéran.
Alors, justice, ce serait de rétablir cela et puis faire en sorte que même si ses épouses ou son épouse après est décédée, mais au moins, même si c'est pas pécunier euh, ce que vous réclamiez, mais au moins des excuses ou bien au-delà des médailles, mais quand même une lettre d'excuses ou une lettre qui reconnaît que, bon, on reconnaît qu'il a fait ceci, on n'a pas peut-être donné ce qu'il fallait au temps où il était encore vivant, mais on s'excuse, et voilà, quelque chose comme ça. Ça, ce serait lui rendre justice. En fait, de Euh, mon point de vue, oui. mais nous, on n'a pas... Après sa mort, moi, j'ai essayé, j'ai vu un avocat, mais c'était tout. Après, moi, je me suis engagé, même si je ne suis pas allé, euh, je me suis engagé, même si je ne suis pas allé très loin parce que je n'avais pas la légitimité puisqu'il y avait, il y a une association. Moi, j'étais dans le conseil d'administration, mais comme je vivais ici et, euh, et même au niveau de la maison des associations, c'est, euh, c'est vraiment un problème, euh, un, un problème très sérieux, ça je peux le dire, parce que moi je suis passé à la télé justement au Niger pour parler du livre et des conditions de vie de ceux qui vivent déjà. Et le jour de l'Assemblée générale, et je me suis retrouvé dans un bureau avec et les représentants de l'armée française et les représentants de l'armée nigérienne qui- et aussi quelques, quelques agents. Il n'y avait pas les tirailleurs. Et le représentant de l'armée française nous disait que et ils ont tout fait. Et moi, je me suis posé la question, tout fait par rapport à qui ou à quoi déjà? Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de tirailleurs nigériens qui n'ont pas de retraite ou dont on leur a ôté aussi la retraite, le peu qu'ils avaient avec le forfait global. Ils étaient une centaine en désarroi, dans la grande précarité et qui réclamaient leurs droits. Déjà, il y a ce problème-là. Et qu'on me dise que la France, elle fait tout. Et moi, je leur ai dit, vous tous qui êtes ici, vous êtes pour qui? Vous êtes là pour tous ces combattants. Mais la situation que j'ai vécue pendant mes entretiens, ben, ça ne, comment on appelle ça? Ça ne reflète pas ce que vous venez de me dire. Donc, ça veut dire que il y a plusieurs langages de, de- au sein même de la maison, mais aussi c'est un sujet qui est presque, je peux dire, tabou. Parce que moi, la personne que j'ai eue m'a dit, oui, mais si tu veux, tu peux t'occuper euh, des femmes, des militaires qui ont été tués, les veuves par les terroristes. J'ai dit, mais ce n'était pas l'objectif, moi, de ma démarche. Moi, je suis venu pour comprendre pour comprendre ce qui s'est passé et pour aussi me rendre compte de la situation des tirailleurs nigériens. OK, alors ça va être peut-être ma dernière intervention. Alors, moi, je vois deux choses ici, madame. La première, c'est que si vous êtes contente ou fière de ce que votre père a fait pour la France et que pour vous, cela est suffisant, bien qu'il ait réclamé une retraite, on ne lui a pas donné parce qu'il y avait beaucoup d'embûches, mais que c'est suffisant, bon, mais
Je veux dire, si vous vous mettez dans une attitude de réclamer les droits de ce que votre père a fait pour la France et que ça devrait servir non seulement pour sa famille, mais pour ses enfants que vous êtes, parce que ce n'est pas parce qu'il est décédé ou que ses épouses sont décédées que tout s'arrête là. À partir du moment de son vivant, lorsqu'il est revenu, il n'a bénéficié de rien. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une dette qui est toujours suspendue, que ces ayants droit dont vous êtes issus, vous les enfants, vous avez le droit de continuer de vous battre pour que cette justice-là soit faite à votre père et aux autres enfants aussi des tirailleurs nigériens au sein de cette association. L'autre dernière chose que je voulais dire, de ce que j'ai entendu, certains qui sont revenus de la guerre et qui étaient vivants ont pu bénéficier, je ne sais pas, d'un statut de citoyenneté, je ne sais pas si elle était française ou demi-française ou les deux, je ne sais pas, mais leurs enfants ou petits-enfants ont pu se prévaloir de cela et ont réclamé d'avoir la nationalité française. Et je ne sais pas si dans votre cas, vous avez fait cette démarche ou si c'était possible de faire ce type de démarche. Bon, moi, je sais que peut-être les choses évoluent, mais moi, au moment où menais mes investigations, euh, la France n'a pas tenu à toutes les promesses. Parce qu'au moment de recrutement, on a promis aux petits-enfants justement des bourses, des enfants, des bourses. Eux aussi, on leur a promis des allocations sociales pour pouvoir avoir des logements. Mais au moment où je menais mes investigations, aucune promesse n'a été tenue. Et je reviens par rapport aux droits par rapport aux femmes. Comme mon père avait 2 femmes, ma mère était la première. Elle était la seule reconnue par l'armée française et ma mère est morte. La deuxième n'est pas reconnue. Et c'est le gros problème que toutes ces femmes veuves, elles ont. Elles sont deuxième ou troisième. Quand la première disparaît, on ne peut pas donner, elle n'est pas reconnue dans les dossiers de mon père. C'est ça aussi le gros problème. Ben, Zach, moi j'ai fini avec mes questions. Ok, très bien. On a Kojovi qui lève la main. Allez, Kojovi, tu as la parole. Oui, merci encore, madame, pour d'abord cette belle présentation de votre ouvrage et aussi pour toutes les interventions que vous faites depuis en réponse aux questions. Moi, il y a toujours ce côté révolutionnaire qui parfois agit en moi vis-à-vis de certaines situations d'injustice, hein, comme celle-là. Mais on est parfois démunis. Je pense que c'est un peu votre cas. Et c'est aussi, je pense que la démarche donc, de rédaction de ce livre s'inscrit dans cette incapacité, ne le prenez pas au premier degré, mais c'est-à-dire cette barrière qui se présente devant vous et que vous n'arrivez plus à avancer donc dans votre combat, dans la gestion des dossiers concernant votre parent, votre père et peut-être aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et donc, l'idée, d'après ce que j'ai compris, c'était vraiment d'écrire ce livre et de dénoncer, mais aussi de rendre hommage à ces personnes-là, et plus particulièrement à votre père. La question que je voulais poser, c'était de savoir si vous, aujourd'hui, après la sortie de ce livre, comment évaluez-vous l'impact de ce livre par rapport à ce dossier-là, qui reste quand même un dossier assez global par rapport à beaucoup de familles
mais aussi par rapport à vous-même. Quel en est vraiment, comment évaluez-vous l'impact du livre aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ce livre, indépendamment de la fierté que vous ressentez d'avoir réussi à le sortir, mais aussi d'avoir fait quelque chose en l'honneur de votre père, est-ce que vous pensez que ce livre a un impact aujourd'hui par rapport à ce dossier-là? Ça, c'est ma toute première question. Voilà, merci. Alors, moi, je sais que ce livre a eu un impact dans la mesure où même les ouvriers et les chauffeurs, pas les agents, les ouvriers, vous entendez? Vous m'entendez? Et les chauffeurs et les familles ont pris, vous entendez? Ont pris, ont pris Oui, on conscience, vous entend très bien, oui. voilà, Oui. ont pris les familles, les petits-enfants, les enfants. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone des familles qui n'étaient pas au courant de ce qui se passe, qui n'avaient pas de, les papas ou le grand-parent n'a pas de pension, se sont regroupés autour de moi et autour des autres combattants nigériens à la maison des combattants. Et le combat continue parce que les femmes surtout, elles ont créé une association. Et dans cette association, elles militent. Donc, il y a ça. Et il y a le fait que, au moins, le problème est devenu, pas que dans le problème est assez maintenant, et le problème est assez connu dans large public, déjà. Parce que je suis passée à la télé et, ce que j'ai dit à la télé, c'est que c'était aussi les historiens nigériens qui devraient se pencher sur cette question. Ce n'était pas moi au travers du récit de mon père. Et ça, il y a eu une prise de conscience parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est un historien, quelqu'un a aussi fait sortir un livre sur les tirailleurs. C'était le frère du directeur général de la maison des combattants. Donc, il y a eu quand même une prise de conscience puisqu'il fallait que moi je vienne et que je parle du problème de mon père pour qu'on puisse se saisir de cette opportunité pour continuer à dénoncer d'autres injustices et d'autres d'autres problèmes. Voilà. Alors, par rapport à moi, moi, je suis dans une autre démarche parce que j'aime mon père. Même s'il est décédé, je peux dire j'aime mon père. Et on nous avait demandé à Rennes d'écrire un courrier dans l'encyclopédie des migrants à quelqu'un qu'on aime qui est resté au pays. Mon père est mort, j'ai saisi cette opportunité pour lui écrire un courrier. Donc, pour moi, le fait d'écrire un livre sur lui, ça n'a pas été facile pour moi de parler de lui, de parler de sa maman, de parler de toutes les démarches, les gris-gris et et les amulettes que ma mère mettait et que mon père y croyait fermement parce qu'il nous disait s'il avait tenu, c'était à cause de tout ça. Ça n'a pas été facile pour moi, mais il fallait le faire parce que je n'ai pas assez d'éléments euh, sur sa vie antérieure. Et pendant la guerre, je me suis servi de son livret parce que mon fils m'a dit, mais maman, tu as écrit un livre, mais pourquoi tu ne écris pas un livre sur ton père aussi? Mon fils avait peut-être 13 ou 14 ans. J'ai dit, mais comment? Il a dit, maman, j'ai le livret là que tu avais. J'ai dit, comment
tu l'as eu et il m'a dit, regarde toutes les dates là. On partira de ces dates-là. Et à partir de ces dates-là, on va faire des recherches. Et c'est comme ça qu'on a eu des éléments. Tout ce que je suis venu vous dire, je les ai eus parce que je suis allé dans les archives ici et j'ai regardé la partie Afrique et j'ai pris le Niger. Mais je voulais aussi euh, honorer tous les tirailleurs d'Afrique noire parce que l'histoire des tirailleurs d'Afrique noire, elle est mêlée à l'histoire mondiale alors que ils ont sacrifié leur vie pendant la Première Guerre mondiale, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale malgré le fait que la France n'a pas tenu à sa promesse et malgré comment on appelle ça, la résistance surtout au Niger, dans le manga, des femmes qui boycottaient les allocations familiales et la propagande pour le recrutement, quand même, il y en avait qui se sont portés volontaires ou bien qui ont été incorporés de force et qui ont suivi le mouvement encore du recrutement pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Bien sûr, largement d'ailleurs, hein. Alors, et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que ma fierté, c'est que l'engagement des tirailleurs africains, il faut le dire, était désintéressé. C'était un engagement humaniste, une solidarité humaniste manifeste. Ce n'était pas leur guerre, mais humainement, ils se sont sentis concernés parce qu'on a fait appel à eux. C'est ce que moi je retiens aussi. Très bien. Merci beaucoup pour cette brillante réponse qui est vraiment très large d'ailleurs. Et puis ma deuxième question, ça va être toujours dans la dynamique d'impact ou de visibilité donc, de votre combat. Je voulais voir ce qui se fait au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Est-ce que vous avez des activités vous menez des actions de visibilité, des actions de communication, de promotion de ce livre-là, même aussi du combat de manière générale. Est-ce que vous êtes invité parfois par des collectivités territoriales ici, ou des universités, ou j'en sais rien, ou des associations pour aller euh, parler de ce sujet-là à des gens dans des salles, au-delà bien sûr de ce que nous, heureusement d'ailleurs, on fait ici. Est-ce que vous avez des actions de promotion du livre au niveau de la France? Alors, quand le livre est paru, oui, j'ai eu des espaces où j'ai parlé de ce livre-là à la Maison internationale de Rennes. Ben, à part, il y avait le Covid, donc on ne pouvait pas sortir. Je pense que c'est ça qui a freiné l'élan de ce livre. Sinon, la, la sortie du livre, il y a eu beaucoup de monde et beaucoup de monde ont bien réagi. Je pensais qu'il y allait avoir des clashs, mais non. euh, Ma soeur est venue du Niger, ma soeur aînée, et elle était surprise d'ailleurs de découvrir certaines choses liées à notre papa. Et elle disait, elle disait, mais c'est des menteurs, il a fait la guerre. Parce qu'elle savait, puisqu'elle elle était l'aînée, donc elle savait. Elle a dit, mais il a fait la guerre. J'ai dit, oui, bien sûr, il y a son livret, il y a les courriers du capitaine Diallo. Il y avait ses médailles. Et ces médailles sont avec un de nos frères qui est militaire. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, Ouais, ce sera ma dernière intervention. merci, Ouais. Très bien. Merci, merci Konovi. Merci, merci. Fatimata. Voilà, Ok, très bien. Alors, moi, effectivement, il y a une question qui m'est revenue sur la question justement de la dignité et tout le reste, hein. En ce moment, il y a quand même une ambiance assez délétère en France, hein, vis-à-vis de tout ce qui est immigration, tout ce qui revient un peu de l'Afrique noire. Voilà, une forme de rejet comme ça. Vous qui avez été un peu au cœur de cette forme d'hypocrisie, d'ingratitude, quel est votre regard un peu sur l'actualité là en ce moment, enfin en ce moment, mais bon, depuis un petit moment, dans le pays qui vous accueille, dont vous avez la nationalité, hein. Quel est votre regard un peu sur tout ça?
l'Afrique n'a rien apporté, ou bon, même si on n'attend pas forcément une forme de gratitude envers la France, mais quel est votre regard là-dessus, vous, en tant qu'écrivain? J'ai pas bien entendu la question. Ah oui, attendez, je vais juste augmenter un petit peu mon micro. Oui. Je disais, quel est votre regard sur l'actualité actuellement en France, sur cette forme de rejet de l'immigration, cette façon de systématiser l'arrivée des Africains en France. Voilà, il y a quand même une actualité assez délétère, hein, vis-à-vis de l'immigration en France. Quel est votre regard là-dessus, sans entrer Alors, il faut dans... savoir que il y a, il y a 10 ans, j'étais en charge de l'accès aux droits des migrants âgés. Je faisais l'accès aux droits sociaux, l'accompagnement, accès aux droits juridiques, l'accompagnement à la vie quotidienne, le recouvrement des dossiers, le rapprochement familial, tout ce qui s'ensuit. Et l'année passée, la ville de Rennes euh, a initié, a initié l'ICE, Initiative citoyenne européenne. Et je suis la signataire française de cette initiative pour un accueil digne des migrants à l'Union européenne. Euh, donc, moi, ce que je peux vous dire, la question, euh, déjà, ce que j'ai toujours dit, c'est que l'histoire de l'immigration de chacun, elle est différente et singulière. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est l'immigration qui m'a choisi. Je n'ai pas choisi l'immigration. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais prof au Niger et j'avais tout ce qu'il fallait pour bien vivre et j'ai eu un fils malade qui ne pouvait pas vivre au Niger. Donc, j'ai dû tout quitter par amour pour mon fils, pour rester. Euh, et aussi, il faut distinguer plusieurs immigrations. Il y a l'immigration, ceux qui viennent étudier donc la recherche du savoir, et à l'immigration aussi ceux qui viennent pour, quelle que soit la façon dont on est rentré, il faut savoir que le pied ne va pas là où le cœur ne veut pas, comme dit un adage du Niger. Et que et, si on n'est pas capable d'accueillir dignement les gens, ben, ne voudraient même pas s'engager. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est qu'il faut, c'est qui me désole et qui me touche profondément, c'est que les gens qui viennent en immigration viennent parce que ils aiment ce pays. Ils aiment par exemple la France. Ils viennent pas, ils viennent pas dans ces pays parce que ils viennent parce qu'ils aiment la culture pour certains. Et, moi, je trouve ça inadmissible qu'on traite pas bien, qu'on traite mal, j'utilise ce mot, qu'on traite mal ceux qui rentrent ici. Moi, je pense que euh, le principe de base doit être le respect de l'être humain dans sa dignité et dans son intégrité. Oui, Je ne sais pas effectivement. si j'ai répondu à Non, votre non, mais on question. partage un peu ce point de vue. Et puis voilà, après, c'est effectivement de situer les choses et sans rentrer dans une forme d'émotivité, d'émotion assez forte, mais voilà, effectivement, de dire les choses, et c'est ce que vous dites, hein. Et après, bon, après ce qui est appréciable, c'est que effectivement, vous avez parlé des historiens africains, mais ce qui est désolant, c'est que la plupart des historiens, en tout cas, ils ont écrit pas mal de livres sur, mais c'était surtout sur des tirailleurs sénégalais. Moi, j'ai parcouru un peu toute la bibliographie de tout ça, et ce que j'ai vu, c'est ça. Voilà, donc je pense que vous pouvez être fier de votre livre parce que vous avez mis le nom sur quelque chose dont on soupçonnait un peu raciste, hein, voilà, de généraliser comme ça, tirailleurs sénégalais. Mais voilà, il y a eu plusieurs personnes qui ont écrit. Je crois que j'ai lu un livre de David Diop paru en 2018. C'était effectivement, il y a eu le prix Renaudot, je crois,
des jeunes écrivains, si j'ai bonne mémoire. Mais voilà, c'était tirailleurs sénégalais. Et puis voilà, même si certains dénonçaient, mais vous avez donné une image à ça. Et moi, je trouve que c'est un bienfait littéraire. Je trouve ça assez intéressant de justement mettre un nom, de dire qu'il y a une dignité qu'elle a. Le tirailleur n'est pas venu de nulle part. Il a un pays auquel il appartient. Voilà. Donc, en même temps, il y a un double tranchant. Alors, est-ce que finalement, en mettant des noms, c'est pas finalement, il n'y a pas un petit projet nationaliste derrière? C'est une question un peu provocatrice, mais on essaie de voir est-ce que finalement de dire tirailleur nigérien à tout prix, c'est pas finalement de le soustraire un peu à l'Afrique dont on rêve, hein, la communauté africaine, on essaie d'être ensemble. Est-ce que finalement, le fait de dire lui, il est tirailleur sénégalais, lui, ivoirien, lui, malien, finalement, en identifiant par les pays, est-ce que finalement, on n'a pas un projet nationaliste, hein, je dis ça un peu comme ça, qui va soustraire un peu ces tirailleurs-là à la grande communauté africaine dont on rêve tous, les États-Unis d'Afrique? Enfin, moi, personnellement, voilà. Est-ce qu'en faisant ça aussi, c'est pas aussi dit, oui, vous êtes africain, mais vous êtes d'abord nigérien? Enfin, quel est votre Non, regard un peu là-dessus, là? non. Moi, quand j'avais écrit ce livre, je n'avais pas pensé à, moi, je ne suis pas une nationaliste ni Oui, une j'entends bien. régionaliste. Non, c'est pas ça. Quand j'ai écrit ce livre, moi, j'ai pensé que à mon père et aux autres tirailleurs africains, Mm. particulièrement d'Afrique noire. C'est ce que j'ai dit. Et, pour moi, l'Afrique, elle est, euh, quand on dit Union africaine, ben, on ne dit pas Union africaine, seulement Union africaine. Il y a des pays dedans. Il y a le Niger, il y a le Congo, il y a tous les pays africains dedans quand on parle d'Union africaine. Donc, pour moi, c'est, c'est tout à fait normal qu'on donne une identité, même si pour moi, avec mon projet Arp à Palab, c'est tous ensemble. Mais ça aussi, c'est tout un travail à faire. Si vous voulez, on- euh, je peux travailler avec vous sur ce concept-là et cet outil que j'ai créé pour que nous tous ensemble, on puisse aller euh, de l'avant et trouver les problématiques, les solutions, trouver des plans d'action, nous tous ensemble africains, malgré nos spécificités. Il faut savoir que même dans un même pays, il y a des spécificités locales et des spécificités individuelles. Donc, vous voyez, on ne peut pas non plus, on ne peut pas non plus ne pas parler de ces spécificités. Moi, je suis d'ethnie Hausa, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les Jarma ou je n'aime pas les Moussi, Gourounsi qui les Peuls, Touaregs qui sont au Niger. Non. L'Afrique, elle reste une et indivisible. Personne ne pourra enlever ça aux Africains, même si nous sommes de nationalités différentes. On demeure tous africains. La preuve en est que même quand je parle de mon père, je parle toujours de l'Afrique. Donc, vous voyez, Ah oui, absolument. c'est ça. Très bien. Moi, c'est une réponse qui me convient, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, il est exactement 15h20, donc je rappelle que nous sommes à notre troisième conférence, un troisième après-midi littéraire, hein, du Forum des journalistes africains. Nous recevons aujourd'hui notre écrivaine, hein, voilà, Fatimata Ouarou Amé, hein, voilà, qui nous a produit un très bel livre paru en 2019. Mon père, ce tirailleur sénégalais. Donc, elle a commencé par un exposé assez intéressant sur son livre, hein. Donc, je rappelle un petit peu comment elle a tenté de singulariser, d'identifier son père, qui était un petit peu dans ce mélange un peu faux, un peu raciste, hein, des tirailleurs sénégalais. Donc, un livre assez intéressant qui est paru chez l'Harmattan, qui est toujours disponible, hein, je rappelle, hein, Fatimata. Votre livre est toujours disponible, hein, Oui, voilà, oui. c'est ça, donc toujours disponible sur le site de l'Harmattan. Voilà, vous pouvez vous le procurer. Donc, nous sommes à notre deuxième phase de la conférence, notamment les questions-réponses. Donc, s'il y a encore quelques questions à poser à notre écrivaine, voilà, elle est la bienvenue.
Donc, effectivement, je rappelle également que elle est originaire du Niger. Alors, le Niger, c'est un pays qui regorge d'une littérature assez riche, alors, que je qualifie un peu de timide, hein, puisque, bon, effectivement, voilà, voilà, il y a eu de très bons écrivains. Je pense à Boubou Hama, l'un des très grands poètes, hein, très grand poète. Je crois que j'avais lu un livre de lui. Je crois que c'était Potier Anima. oui, il y avait cela, et puis il y avait aussi l'aventure d'Al-Barka, voilà, c'est ça. Oui. Bon, c'était un très vieux livre, hein, voilà, très grand auteur aussi. Oui. Donc, le Niger, effectivement, voilà, une littérature assez timide, mais qui est très bouillante. Il y a pas une grande différence entre la littérature nigérienne et les autres pays d'Afrique, hein, puisque le NER, elle dénonce hein, les conditions souvent difficiles, les conditions sociales difficiles des populations. Donc, en ce sens-là, la littérature nigérienne n'est pas très différente des autres littératures, hein, voilà. On peut la qualifier de littérature du sable, enfin, il y a plusieurs noms qui sont donnés, mais c'est une littérature assez riche, quoique timide, hein, mais bon, assez riche tout de même. Voilà, donc je pense qu'à travers cette invitation-là, ça nous permet de côtoyer un peu une écrivaine nigérienne et euh, ça fait, euh, ça fait grand plaisir en tout cas. Voilà. Ça fait grand plaisir en tout cas. Alors, nous Merci. attendons toujours des questions-réponses, s'il y en a, sont disponibles. Président, ton micro. Mm. Alors, Président, ton micro. Il semble que la présidente veut prendre la parole, mais elle a son micro qui est je sais coupé. pas, j'ai demandé qu'elle réactive son micro. OK, C'est bon? c'est bon. C'est bon. Ah, je me disais bien qu'il y avait un problème, parce que ça fait plusieurs fois que je demande la parole. Ah, Euh, mais c'est très bien, c'est parfait, parce que beaucoup de mes préoccupations ont été éclairées grâce à vos questions pertinentes. La question que j'ai envie de poser à notre invité Fatimata, ton livre est publié à l'Harmattan, hein, et tu as la nationalité française. Ton papa, quand tu l'évoques, et tu as le sourire littéralement contagieux, en tous les cas, on sent que effectivement tu en es fier et on ne peut qu'être fier avec toi parce qu'il a sauvé des vies, rien que pour ça. Mais toi, aujourd'hui, quel est ton ressenti vis-à-vis de toute cette histoire? Euh, Quelle est la place que la France t'accorde en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que citoyenne dont le père a servi la France, comme tu le dis si fièrement? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as cette fierté aussi de servir la France? Je suis curieuse de savoir ton positionnement vis-à-vis de cette histoire particulière que ton père a eue avec la France, de l'indemnité qui ne s'est pas faite. Est-ce qu'aujourd'hui, tes relations avec la France, tu les revendiques, tu les remets en question, tu les questionnes? Quel est ton sentiment vis-à-vis de ton pays, de ton second pays, la France? Ouais. Et, moi, je porte un projet humaniste qui est l'Arbre à Palabre, qui est un, un projet interculturel humaniste. Moi, je me dis, quelle place j'ai eu? Est-ce que moi-même, j'ai demandé une place, mais c'est moi qui me donne mes places. Et, je suis un cas particulier. Moi, je n'attends pas qu'on me donne, mais par exemple, depuis que je suis ici, si je ne fais pas de demande, bon, rarement, peut-être j'en ai fait quand j'étais étudiante, mais sinon, c'est moi-même qui écris mes projets et qui cherche mes places. Et
je suis une personne constante. Et je me dis, si je dois avoir quelque chose, je dois l'avoir parce que je suis reconnue comme compétente. Par exemple, comme quand je vous ai dit, je suis la première signataire de notre initiative citoyenne européenne qui part de la parole des jeunes des quartiers populaires où nous, on a grandi, je peux dire, avec mes enfants. Et à partir de la parole de ces jeunes des quartiers collégiens, des quartiers prioritaires, nous sommes arrivés à créer une initiative citoyenne qui a été votée sur une dizaine. On a gagné. Et au bout d'une année, j'étais au Niger quand j'ai été, je peux dire, élu. Et j'ai accompagné, je travaille avec l'équipe municipale sur ce projet-là parce que on a fait appel à moi justement dans le cadre pour faire avancer la question de l'immigration. Donc, vous voyez, euh, comme mon père, moi, je ne suis pas quelqu'un, je n'ai ni haine ni colère. Moi, je me dis, parce que même mon père, bien qu'il n'a pas eu sa pension, il n'a eu aucune haine. Et je vais de ce principe-là, que c'est ce que je vous ai dit depuis le début, c'est lui qui nous a transmis l'amour de la France. Et il faut dire aussi, même quand je venais, c'était lui qui m'a accompagné au consulat pour chercher mon visa pour venir étudier en France. Et tous les tirailleurs que j'ai rencontrés n'ont pas manifesté de haine ni de colère. C'est eux qui ont failli perdre leur vie. Pourtant, ils n'ont ni haine ni colère. La question que je me pose, est-ce que j'ai pas cette légitimité de, de prendre une position par rapport à quelque chose qui est mondial et pour mon père était volontaire, il n'était pas forcé. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Moi, je me dis, ma place, ce n'est pas par rapport à mon père, mais par rapport à moi. Ce que j'ai fait ici, si je mérite d'avoir quelque chose ici ou au Niger, puisque je fais des allers-retours entre le Niger ici. Moi, je suis, comme je vous ai dit, présidente d'une association depuis une vingtaine d'années sur les droits des femmes. Et plus particulièrement, je lutte contre toutes les formes de violence et les discriminations et injustices auxquelles les femmes sont confrontées, et particulièrement la fistule obstétricale, qui est un grave problème lié à l'accouchement ou à l'excision ou au mariage précoce où les femmes fuient d'urine ou des matières fécales. Je fais des échanges de pratiques entre chirurgiens européens et chirurgiens africains parce que les Africains ont la maîtrise de l'environnement, de la coutume, de la culture, de la fistule, de tous les problèmes liés à l'Afrique. Les Français ou les Européens que j'invite, ils vont en Afrique pour des échanges de pratiques. Ils ne connaissent pas la fistule, mais ils connaissent les grosses chirurgies parce que c'est des grosses chirurgies. Donc, voilà ce que je peux dire. En France, j'ai d'autres projets, des projets de vie pour les femmes migrantes. Voilà. Et voilà tout ce que je peux dire. C'est une réponse comme une autre. C'est ta réponse et elle est tout à fait respectable. Mon autre question, c'est que ton pays, le Niger, est actuellement à couteau tiré hein, avec la France. L'ambassadeur a même été enfermé chez lui avant d'être rapatrié parce qu'il ne voulait pas partir. Il y a des tensions. Est-ce que tu comprends la position de l'État nigérien
vis-à-vis de la France? Bien sûr, parce qu'il s'agit de la souveraineté du Niger et de la question de la dignité. Quand je vous parle de dignité, la question de l'indépendance, de l'autonomie des pays africains, du Niger particulièrement. Moi, j'étais au Niger au moment où il y a le coup d'État. J'étais là-bas le jour du coup d'État par hasard. Moi, j'étais en mission avec mes actions. Moi, je comprends tout à fait, hein. C'est un problème entre les Nigériens qui ne regardent personne d'autre que les Nigériens. Ce sont les Nigériens qui doivent régler leurs problèmes, pas quelqu'un d'autre. Imaginez si, je ne sais pas, moi je suis ici, ou bien quelqu'un du Niger, le président du Niger, il vient, il donne des ordres à un président d'ici ou même à un ministre, il ne peut pas le faire. Moi, je trouve que si les autres ne pouvaient pas, les autres présidents qui ont précédé ne peuvent pas donner la dignité, la souveraineté au Niger, moi, je comprends la position des Nigériens. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons euh, redonner euh, la dignité au- en tout cas, les Africains, c'est eux seuls qui peuvent donner la dignité à leur pays et leur souveraineté. On ne peut pas resté euh, dans la soumission. C'est des hommes qui gouvernent dans le monde entier. Peut-être il y en a qui sont plus développés que d'autres, mais je crois à l'Afrique et je crois aux Africains. Je suis sûr que les Africains vont s'en sortir. Ce n'est pas facile, je sais, parce que je fais des allers-retours. Ce n'est pas facile, mais je sais que les Africains vont s'en sortir. Bien. Une toute petite dernière question pour la Oui. route, si j'ai envie de dire. Euh, Tu nous as parlé de ton papa, euh, tu as un peu évoqué ta mère. Est-ce que c'est un sujet dont tu as parlé un petit peu, même un petit peu avec ta maman? Est-ce que tu as eu un échange là-dessus après le décès de ton papa, ou au moment même de l'écriture de ce livre, tu as eu à en parler avec ta maman pour qu'elle te donne, est-ce qu'elle en savait un petit peu plus euh, par rapport à ce Ouais. qu'il avait vécu, ou ça s'est arrêté simplement à il a été volontaire? Non, moi, ma mère est morte jeune. Elle nous a eu, on était pratiquement des filles. Ma mère, elle est morte jeune. Donc, avant mon père, nous avons été élevés par notre papa. Et elle avait, j'ai parlé de, avec la deuxième femme plutôt de mon père qui nous, qui nous racontait. Bon, vous savez, comme elle n'a pas été aussi à l'école, c'est difficile. Elle nous racontait ce qu'elle savait parce qu'elle disait que mon père leur disait que la guerre a été rude, dure et qu'ils étaient dans des conditions très, très difficiles et que ils, ça n'a pas été facile. Ceux qui revenaient et avaient vraiment la chance. Donc, elle nous expliquait et elle nous disait aussi à cause des climats, ils ne pouvaient pas, ils avaient des bottes et dans la neige, ils ne pouvaient pas, ils pouvaient pas bien marcher. Donc, c'est des choses qu'elle nous racontait et elle nous parlait. Bon, il leur parlait de la mort, de son versé, beaucoup de blessés. Elle m'a parlé beaucoup des atrocités de la guerre et et de la camaraderie aussi dans les garnisons.
elle me parlait de ça. Lui-même, il me parlait de cette camaraderie-là. Donc, moi, j'étais orpheline. Voilà. C'est pour ça peut-être j'étais trop attachée à mon père. Parfait. C'est bon pour moi. Je te Merci. remercie. Merci. Le son, ok, merci. Oui, Merci. merci pour cette intervention, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc, on a un petit message ici hein, de Douceline qui nous dit félicitations, Madame Bourouamé. Voilà. Ça va, Douceline? Bon, Bonjour. Bonjour. Ah, Douceline, tu peux te présenter, hein? Ça va être compliqué parce que je suis avec les enfants. Ah, Ah bon, oui, parce mais que, je me... Oui, ouais, vas-y, dis que tu es ah présidente oui, du collectif Ubuntu. oui, bonjour à tous. Je suis présidente d'une association qui fait l'accompagnement des étudiants africains ici à Rennes. Donc, nous informons ceux qui veulent venir, accompagnons ceux qui sont à Rennes et aidons aussi au retour de ceux qui le souhaitent. Voilà, et j'ai eu la chance et l'honneur de connaître Madame Moirou. Voilà. très bien. Merci pour votre présence. Effectivement, nous avions fait une très belle conférence avec, sur le concept Ubuntu. Hein. Ça avait été coordonné par notre cher vice-président. Donc, c'est assez intéressant. Le nom tonne, hein, parce que le nom ne nous est pas inconnu. Le mot Ubuntu, qui est un mot linguistique assez fort. Et bon, c'est qui, en tout cas, bienvenue. Et puis, merci de votre présence, malgré la présence des enfants. C'est pas toujours évident. Alors, il est exactement 15h39 minutes. Est-ce qu'il y a encore quelques dernières interventions avant qu'on puisse clôturer tout cela? Est-ce qu'il y a encore quelques interventions? Donc, n'hésitez pas. Hein. Donc, je rappelle le Fatimata Amewarou, hein, l'auteur de Mon père, ce tirailleur sénégalais, paru chez L'Harmattan en 2019. Donc, le livre est en commande pour le prix de 14,50 € chez L'Harmattan. Vous pouvez l'avoir également en version numérique au prix de 10,99 €. Voilà. Donc, je rappelle que le livre est toujours disponible. Hein. Il est assez riche parce que je pense qu'il est assez riche. C'est pas un livre qu'on achèterait et qu'on lirait sans grand impact. Hein. Quand on lit, on apprend forcément quelque chose. C'est que moi, personnellement, j'avais une idée très vaste hein, de ce concept de tirailleur sénégalais et tout ça. Et puis bon, je pense que je suis arrivé à mettre un nom, une idée là-dessus. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est un livre qui rend hommage au père de l'auteur, voilà, et à d'autres tirailleurs nigériens et à d'autres valeureux combattants noirs qui sont allés faire la guerre aux Allemands, voilà, qui, appelons-le, livré un combat extrêmement difficile hein, et violent, voilà. Donc, ce livre a aussi une volonté de rappeler aux jeunes générations, à nos enfants, à nos fils, à nos frères, que des hommes d'Afrique, et particulièrement des Nigériens, ont combattu tout simplement aux côtés de l'armée française. Voilà, donc c'est un rappel historique hein, qu'elle fait à chaque fois. Et voilà, donc c'est un travail de recherche et de mémoire. Hein, voilà, c'est un outil de réflexion sur les tirailleurs et les guerres. Donc, bon, c'est tout intéressant pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique et au-delà, de pouvoir comprendre tous ces concepts-là. Alors, donc s'il n'y a pas de questions, je sais pas, on va peut-être demander euh, à notre auteur de dire un dernier mot peut-être avant de donner la parole à la présidente qui va clôturer tout cela. Donc, s'il n'y a pas de questions, voilà, Fatimata, voilà, si vous avez un dernier mot à ajouter, un dernier message par rapport à votre ouvrage, un dernier message à faire passer à l'endroit de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, hein, qui, je rappelle, sera diffusée sur nos différents réseaux sociaux. Donc, si vous avez un dernier message à faire passer, nous vous écoutons.
Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que il est urgent de redéfinir un statut favorable à la survie des tirailleurs. Et il revient aussi au gouvernement africain d'accorder un intérêt particulier à cette situation-là. Et il est encore temps de faire quelque chose pour soulager la misère de ces anciens combattants, où qu'ils soient. Je vous remercie. Très bien. Merci infiniment. Comme je vous rappelle, si nous avions l'occasion d'applaudir, nous l'aurions fait. Je rappelle ça à chaque fois, mais bon, voilà. Via Internet, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Sachez que nous sommes très satisfaits hein, des réponses que vous avez apportées à nos différentes questions, à nos questionnements. Et je pense que nous garderons contact, évidemment, pour d'autres collaborations. Très bien. Pour Moi, je vous l'arbre à palabre, je voudrais intégrer dans votre forum, si vous êtes d'accord, euh, un arbre à palabre ou mensuel ou tous les 3 mois euh, pour débattre des problèmes liés à l'Afrique. Très bien. Je laisserai la présidente vous répondre. Et voilà, si la présidente, elle est aussi d'accord, mais vous allez avoir une toute petite formation parce que c'est un outil et il y a une méthodologie d'approche participative Très bien. Et, avec des principes de base. Pourquoi cet outil-là? Parce que vous savez que l'Afrique est un pays à tradition orale et l'arbre à palabre existe, mais il y a très peu d'écrits là-dessus. Moi, j'ai essayé de professionnaliser cet espace-là et créer un outil pour permettre aux gens de prendre la parole. C'est ce que je dis globalement, de travailler sur les problèmes, de trouver des solutions ensemble, de trouver des plans d'action tous ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit que l'unité africaine, ben, elle sera toujours là. Moi, j'ai quelque chose à dire oui, à Fatima. Voilà, justement, quand même, elle dit qu'elle est présidente d'une association de femmes. Droit des Comme, femmes. oui, et comme j'organise aussi un festival international féminin des arts, uniquement femmes sur scène, je pense que la prochaine fois, ben, faut que j'ai son contact pour que je puisse quand même voilà, l'inviter et puis avec toutes ces femmes-là, de venir à ce festival. Très Et bien. pourquoi pas parler voilà, de ce qu'elle fait et tout. Oui, en France, Douceline viendra avec moi parce qu'on est en train, je suis en train de mettre en place à Rennes un espace partagé de local pour que les femmes puissent expérimenter leurs produits. Et Douceline, par exemple, elle a un projet dans le café à Palab. Elle va faire un salon de thé avec des épices d'Afrique, des herbes, des plantes d'Afrique, les kankeliba, le moringa. On est en train de travailler sur l'espace. Mais peut-être d'autres viendront. Si Douceline, elle peut, on viendra ensemble. Elles vont elles-mêmes parler d'elles-mêmes. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. De rien. merci. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à Cheryl. Je suis très, très contente de voir une présidente d'une association, d'un forum de journalistes africains. Et c'est une très belle initiative à saluer. Merci beaucoup. L'invitation m'a beaucoup touchée, mais je n'ai pas beaucoup dormi parce que j'appréhendais les questions. Non, Mais on ça a est très été. gentil. Hein. Ouais, Chia. Non, non, c'est très gentil. Puis voilà, puis on a apprécié. Vous savez, quand on apprécie, nous sommes à peu près dans la même dynamique. Hein. Donc, je pense que mes confrères diront la même chose que moi. Et donc, à partir du moment où notre invité épouse cette dynamique dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de raison que, voilà, nous, on est plutôt contents de cela. Puis, je pense qu'il y aura d'autres occasions de collaborer. Je laisserai la présidente achever ça et puis vous répondre sur toutes les autres questions. Voilà, etc. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que mon micro est actif? Je sais pas. Vous Oui, oui, c'est m'entendez? bon. On t'entend bien, c'est bon. D'accord, parfait.
Donc, merci à tous. Merci. Franchement, ça nous a fait plaisir, je pense, à notre forum, que tu aies répondu, Fatimata, à notre invitation. J'apprécie la douceur et Ah, l'approche de contourner comme ça les choses, passer par des structures, l'âme à palabre, réunir les femmes, accueillir les migrants, voilà. Ce qu'on n'a pas pu avoir avec la main droite, mais on essaie de l'avoir avec la main gauche parce que quelque part, de toute façon, ce qu'il faut, c'est améliorer le quotidien de nos ressortissants. Donc, je tiens, au nom du Forum des journalistes africains, à saluer ce travail que tu fais du côté de Rennes et plus globalement du côté de la France. Et puis, merci d'avoir écrit ce livre. Tu nous as éclairés. Tu l'as dit, tu as nommé ton père, tu as nommé sa nationalité. Il est important, effectivement, qu'on mette des personnes en lumière parce que ce n'était pas des choses, c'est pas une globalité, ce sont des individualités, ce sont des personnes qui se sont engagées, oui, volontairement, certainement, euh, volontairement entre guillemets, parce que quand même, quand on te dit que ton chef a besoin de toi, je ne pense pas que tu aies beaucoup de solutions si tu veux continuer à garder de bons rapports avec ton chef. Donc, voilà, ça reste très relatif, ce terme d'engagement volontaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle globalement les tirailleurs sénégalais étaient des combattants à part entière. Donc, il est peut-être temps aussi que nous, Africains, on essaie de rééditer ce vocabulaire et parler de combattants africains plutôt que tirailleurs qui est très réducteur, je trouve, parce que ça veut dire que ce n'étaient pas des très bons tireurs, parce que sinon, pourquoi tirailleurs? c'est ça. Voilà. Donc, il faut vraiment, c'était des combattants, des personnes engagées aux côtés de leur pays frère. C'était ça dans leur tête, dans leur esprit. À l'époque, la France était leur pays frère, leur allié. Et donc, ils sont venus verser, pour certains, leur sang, pour certains, leur énergie, donner leur énergie. Et c'est ça qu'on retient. Et c'est pour ça que tu es si fier de ton père et tu as raison de l'être, même si derrière, il n'y a pas eu de reconnaissance en tant que tel. Je pense que le Forum des journalistes africains t'encourage, hein, comme mon vice-président Jean-Louis Payet l'a dit, de poursuivre l'initiative que tu as commencée parce que tu es ayant droit légitime. Et donc, il faut poursuivre ce combat-là doucement, comme tu sais le faire, avec ta force tranquille. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette démarche pour avoir réparation. C'est important moralement pour l'équilibre, pour le repos de l'âme de ton père, même si ce n'est pas quelqu'un de revanchard, mais ça reste son histoire, ça reste quelque chose qu'il a apporté à cette humanité et ce serait bien qu'il soit reconnu en tant que tel. Voilà ce que je voulais un petit peu dire sur cette conférence qui nous a été donnée de façon magistrale. Donc, merci à tous ceux qui étaient là, au Forum des Merci. journalistes africains, bien sûr, pour cette initiative, à toutes les personnes qui étaient là, dont Douceline, et tous les autres dont je ne vois pas le nom, mais dont nous sommes fiers d'avoir réuni cet après-midi autour d'un thème qui nous parle au FJA, qui va contribuer à faire avancer aussi le débat au-delà de cette rencontre. Je vous remercie tous. Je passe la parole à Zach pour conclure cette Ok, réunion. merci. Je redis la même chose, hein, voilà. En tout cas, merci, merci à chacun et à chacune d'avoir été présent pour ce troisième. Donc, si je m'abuse, pour présent, c'est bien le dernier après-midi littéraire hein, de l'année, c'est bien cela. Hein. Oui, 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 c'est bien Ok, ça. c'est C'est cela. bien Donc. ça. On a Mhm. d'autres projets, comme vous le savez, donc, qui vont prendre le relais. Mais oui, pour les après-midi littéraires, c'est notre dernier rendez-vous. C'est cela. Donc, c'est le troisième. Donc, nous en avons fait trois
tout au long de l'année 2024. Je rappelle que nous avons des réseaux sociaux sur lesquels nous sommes actifs, hein. Notre Facebook, le Forum des journalistes africains. Vous nous trouverez également sur notre chaîne YouTube qui permettra de diffuser cette séquence. Et puis voilà, nous vous tiendrons évidemment informés pour les autres actions. Et merci de nous suivre et merci en tout cas d'avoir été présent pour ce troisième après-midi littéraire.